Elle était certaine qu'elle méritait une autre vie, que cette vie existait quelque part, abstraitement, dans un monde virtuel, qu'il aurait fallu un rien pour l'effleurer, et que sa vie n'était ce qu'elle était dans le monde réel que par accident. Les premières pages de cette histoire auraient pu s'appeler « Lutte d'un fils pour ne pas devenir fils ». L'année où elle a voulu partir en vacances, elle est entrée dans la cuisine et elle nous a dit que sa décision était prise. On partirait. Elle se souvenait de ses séjours à la montagne, enfant, quand les médecins l'envoyaient dans le Massif central pour soigner son asthme grave. J'étais avec mon père. Je regardais la télé à côté de lui et elle a déclaré « On va partir à la montagne ». Mon père a ri. Il a continué de regarder son émission et il a commenté « C'est quoi encore cette idée ?» Elle avait vu une assistante sociale la veille. L'assistante lui avait expliqué qu'il existait des programmes de l'État pour les familles comme la nôtre qui n'avaient pas d'argent pour aller en vacances, et elle s'est mise à espérer. Elle a commencé à faire des allers-retours jusqu'au petit bâtiment où les services sociaux avaient leur bureau, à la lisière des champs, près de l'usine à métaux. Elle revenait avec des piles de papier sous les bras, des justificatifs, des documents tout juste photocopiés encore tièdes de leur sortie de l'imprimante, et une énergie que je n'avais jamais vue en elle avant, ni dans son corps, ni sur son visage. Elle posait les documents sur la table, et elle posait les documents sur la table, et elle les dépliait pour les montrer à mon père, mais il ne détachait pas son visage de la télévision. Il répondait que ça ne l'intéressait pas, et elle restait là, immobile. Elle se tournait vers moi, mais je ne l'écoutais pas non plus. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'imitais inconsciemment mon père, peut-être parce que la description de ses démarches m'ennuyait. Mon père a continué à se moquer d'elle, mais elle n'a pas abandonné. Je la voyais partir en direction de l'épicerie du village, souvent plusieurs fois par jour, pour utiliser la photocopieuse près de la caisse du magasin. Elle demandait à mon père les documents administratifs qu'un jour, l'année d'avant, il avait tout rangé et trié. Mais il lui répondait qu'il ne savait plus où il les avait mis. Il le faisait avec un léger sourire de cruauté sur son visage. Elle attendait. Elle attendait qu'il soit parti au café pour fouiller les tiroirs. Oh, elle ne se contentait pas de les ouvrir. Elle les extrayait de la structure du meuble et elle posait les petits caissons par terre. Elle s'asseyait sur le carrelage et elle sortait les piles de papier une par une. Elle téléphonait, laissait des messages, elle rappelait quand on ne lui répondait pas. Elle traversait les rues, remplissait encore des formulaires jusqu'au jour où elle nous a dit que c'était fait. Elle avait gagné. Sa phrase a recouvert le bruit de la télévision. On part en vacances l'été prochain. Elle souriait. Ton visage est devenu si lumineux soudain. Mon père a dit qu'il ne partirait pas avec nous, qu'il était mieux chez lui. Mais rien de ce qu'il disait ne pouvait l'atteindre à ce stade. Elle le méprisait maintenant, grâce à sa victoire sur lui. Elle avait dans ses dossiers des photos de la petite ville de montagne où j'allais partir avec elle. Des photos de la résidence aussi, et pendant des mois avant le départ, elle les a regardées tous les jours, le matin, le soir avant d'aller dormir, des centaines de fois. Le jour où elle nous a annoncé la nouvelle, la certitude du départ, elle m'a chuchoté pour que mon père ne l'entende pas. Je vais enfin être heureuse. On m'a dit que la littérature ne devait jamais tenter d'expliquer, seulement illustrer la réalité. Et j'écris pour expliquer et comprendre sa vie. On m'a dit que la littérature ne devait jamais se répéter, et je ne veux écrire que la même histoire, encore et encore, y revenir juste à ce qu'elle laisse apercevoir des fragments de sa vérité. Y creuser un trou après l'autre jusqu'au moment où ce qui se cache derrière commencera à sointer. On m'a dit que la littérature ne devait jamais ressembler à un étalage de sentiments, et je n'écris que pour faire jaillir des sentiments que le corps ne sait pas exprimer. On m'a dit
que la littérature ne devait jamais ressembler à un manifeste politique, et déjà, j'aiguise chacune de mes phrases comme on aiguiserait la lame d'un couteau.